Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 22 ans, vous me connaissez peut-être sous le nom de Je ne suis pas jolie. Et aujourd'hui, suite aux nombreuses sollicitations, j'ai décidé de vous parler de parentalité de façon libre et éclairée dans le nid. Le nid, c'est un endroit intime, entre nous, où il n'y a pas de vérité ni de jugement, on partage simplement avec bienveillance sur ce sujet si controversé qu'est la parentalité. Benoît s'imaginait devenir père une fois sa vie stable et installée. Mais en 2012, quand il apprend que sa compagne de l'époque est enceinte, son monde s'écroule. Il apprivoise presque à reculons ce nouveau rôle de père et met du temps avant de se sentir complètement épanoui dans cette nouvelle vie. Aujourd'hui, Benoît est papa d'un petit garçon de presque 7 ans, Léo. Il nous raconte ce chemin chaotique et compliqué vers une paternité imprévue. C'est tout de suite dans le nid. Bon, Benoît, t'es papa depuis presque 7 ans maintenant. Est-ce que tu peux nous raconter déjà comment est-ce que t'as appris que t'allais devenir papa? Ouais, bien sûr. Écoute, c'était un mercredi, ça je me rappelle très très bien. Et le bébé n'était pas du tout dans les plans, mais pas du tout. On s'était mariés un mois avant, donc on avait 21, enfin, moi j'avais 21 ans, elle avait 24 ans à l'époque. Donc elle était, enfin toujours agent SNCF. Et je me rappelle d'un coup de fil un matin où elle me dit Ah, mais je comprends pas, j'arrête pas de vomir partout ce matin. Ouais, pas bien là. Et non, pas bien du tout, surtout que ça lui ressemblait pas du tout, quoi. Nous, on avait l'habitude de faire des tests de grossesse très régulièrement parce que même si elle avait un stérilet, puis ensuite elle l'a enlevé, mais bon, on faisait attention quand même à ce qu'on faisait. Et elle rentre à la maison, moi je crois que j'avais fait la fête la veille, j'avais un peu la tête en travers et tout, donc... Pas du tout dans le mood. Ah mais pas du tout, enfin tu vois j'ai 21 ans donc ouais je me suis réveillé, il devait être midi et demi, un truc comme ça quoi. Et donc elle rentre, moi je vais m'allonger sur le canapé, elle part faire, je me fais poser ses affaires, faire le test de grossesse et tout, puis moi je m'assoupis en fait. Et je me suis rappelé que c'était le mercredi parce qu'il y avait les sirènes tu sais du premier mercredi du mois là, Ouais. qui sonnent comme ça. Et donc ça me réveille, donc j'ai la tête de travers et je vois juste un test de grossesse positif sur la table, pas de Fanny. Ah ouais. Et là, je me dis, merde. Tout seul avec ton test positif, quoi. Ouais, tout seul. Et puis avec cette sonnerie vraiment qui était, c'était limite un film, quoi. Ouais, donc tu l'as appris comme ça. Et à ce moment-là, Ouais. qu'est-ce qui te traverse? T'es triste, t'es en colère, tu comprends Ah pas? non, je suis calme, je suis serein. Je me dis, bah, elle va avorter. Ouais. Voilà, mais c'était une pensée réflexe, si tu veux, parce que dans ma tête, c'était pas possible de devenir parent maintenant. C'était pas, même si j'avais un peu envie quand même, c'était pas possible. C'était pas dans votre actualité. Et puis, bah, je pars quand même à la recherche de ma femme, parce que bon, va falloir qu'on discute. Et là, je la retrouve dans la chambre, par terre, en larmes. Mais pas bien. Vraiment pas bien. Et mais limite désespéré, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce que c'est cette histoire, quoi? Il y avait un gros risque. C'était soit on avortait, et je risquais peut-être de perdre ma femme. Enfin, je suis un garçon, je suis un mec, donc je peux pas savoir ce que ça fait que d'avorter. Ouais. Je sais, c'est un truc qui me... Elle était sûre de ce qu'elle voulait ou pas du tout? Mais pas du tout non plus. Elle était sûre que l'avortement, ça représentait un danger, clairement, psychologique. On voulait pas de ça, en fait. On voulait pas de ça. Et l'autre alternative, c'était, bah, de toute façon, on le garde. Et puis, et là, en fait, les pensées, ça allait très très vite. La première, c'est de me dire, on venait de se marier, donc logiquement, on passe notre vie ensemble. La deuxième, c'était de me dire, ma mère m'a eu à 21 ans. Donc bah après tout c'est possible. Et troisièmement, bah, je l'aimais comme un dingue et des envies de gamin, j'en avais eu déjà. Oui. On y réfléchit quoi. Ouais. Donc là, comment après que vous ayez pris cette décision, comment toi tu t'es positionné pendant la grossesse? Est-ce que c'est devenu réel ou pas? Ouais. Ah si, ouais. Mais ça a été par vague et ça a été à chaque fois une claque. Parce que en gros, je lui ai dit qu'on gardait l'enfant. Et la première claque, ça a été de l'annoncer. Et là où je m'attendais à un choc, ça n'a choqué personne, c'était normal. Ah bah oui, vous venez de vous marier, l'enfant c'est normal. Vous étiez dans le schéma classique en fait. Ouais, c'est ça, ouais. c'est exactement ça, ouais. Mais même de la part des amis proches et tout, et où là, moi, j'étais choqué, parce que j'avais dit, ok, on garde l'enfant, mais pour autant, j'étais pas prêt, c'était presque une décision un peu par défaut pour ne pas choquer ma femme. Et moi, je savais que j'avais 9 mois pour me préparer psychologiquement à l'arrivée du petit, et puis ça a été, parce qu'en plus, bah, on n'avait pas de préparation à ça, on s'était pas renseigné avant, on savait pas, on avait Vous n'avez pas aucune idée. d'amis qui étaient
tes parents autour de vous? Non, rien du tout. Et donc là, j'ai pris le monde, on va dire, un peu mercantile dans la tronche. Mais vraiment, avec les Aubert & Co qui te font... Mais... Ah oui. La première fois que j'ai mis le pied dans ces magasins, mais j'ai vraiment failli faire un malaise. Ouais. Il faut tout ça pour élever un enfant. Mais c'est ça. Et on t'explique que il faut, il y a ça, la tétine, et le machin, et le stérilisateur, et le truc. Wow. Ouais. Mon cerveau, il a disjoncté. Ouais. Parce qu'on dit que tu vas devenir parent, tu le sais, mais au début, il n'y a pas de signe il n'y a pas le ventre qui se fait, il n'y a pas tout ça. Et puis ma bande d'amis, on faisait régulièrement la fête. Ouais. Et puis le sujet de discussion ne tournait pas du tout autour de ça. Nous, on était tous dans l'audiovisuel, donc photos, vidéos, tout ça, et on se lançait tous dans nos boîtes respectives, dans nos trucs respectivement. Et j'avais un groupe d'amis, ils avaient un succès insolent. Donc ça parlait que de ça, de leur succès, de leurs trucs, et c'était super motivant, si tu veux, de vivre là-dedans. Mais moi, j'étais un peu tout seul dans mon coin, puisque ma copine ne pouvait plus boire. Elle ne buvait pas des masses, mais c'était... Oui, tu veux dire le côté festif. Voilà, exactement, tu oui, et passes puis il y a beaucoup de choses qui changent même dans ta tête à ce moment-là, j'imagine. Ouais. Donc vraiment, et puis ma famille habitait à Paris, donc je me sentais un peu isolé, tu vois, dans ce truc qui m'arrivait, et sans pouvoir trop comprendre ce qui allait se passer ensuite. Je savais qu'il allait y avoir une rupture. Mais oui, tu n'arrivais pas trop à savoir comment ça allait se passer. Et du coup, par rapport au rendez-vous, tu vois, l'échographie, la première fois que tu as vu, par exemple, une échographie, un cœur, est-ce que c'était quelque chose de palpable pour toi? Ouais, bien sûr. Mais en même temps, bon... Ouais, ça reste une image sur un écran. Ouais, je me rappelle la première écho où la nana tout excitée, elle me dit, mais regardez, c'est ça. Tu dis, waouh, c'est un joli haricot. C'est un très joli haricot. Mais ça m'a rien fait pour autant. Il y avait un vrai détachement en fait, vis-à-vis de ça. Et l'attachement, c'est plus fait par rapport à ma femme qui portait la vie, plus qu'à ce petit truc pour l'instant qui n'existait pas du tout. Quoi. Elle était investie dans sa grossesse? Ouais, bien sûr, elle a fait de gros sacrifices. Enfin, de gros sacrifices. Si, quand même, elle a arrêté de fumer. Ouais. Et pour ma femme, c'était pas rien. Elle a tenu tout du long, elle a vraiment fait de son mieux pour avoir une hygiène de vie irréprochable. Elle se sentait enceinte quand même, quoi. Ouais, oui. Mais paradoxalement, tu vois, quand on en reparle encore aujourd'hui, c'est pas aussi clair que ça en fait. Elle s'est préparée à être enceinte, mais pas à être maman. Ouais. Donc sa grossesse, elle l'a fait comme il fallait, etc. Mais c'est plus tard que ça a été... C'est compliqué. Et du coup, bon, alors la grossesse se passe. Quand Léo est arrivé, tu l'as vu pour la première fois. Qu'est-ce qui s'est passé en toi? Est-ce qu'il y a eu quelque chose par rapport au détachement dont tu nous parlais ou pas encore? Ça s'est fait plus tard. Ça s'est pas... Ouah, ça a été compliqué en fait. Ça a été compliqué parce que la naissance en soi était une naissance assez singulière. Ouais. Puisque la mère de ma femme... était elle-même sage-femme. D'accord. Donc du coup, quand on est arrivé à l'hôpital pour accoucher, on connaissait tout le monde. Il y avait une ambiance, mais c'était génial à la maternité. On avait pu brancher l'iPod et tout dans la salle d'accouchement, on diffusait les sons qu'on voulait. Enfin, c'était hyper festif. Un accouchement, mais super. Vraiment super. Et quand lui est arrivé, on m'avait toujours dit que... tu vas voir, quand tu deviens papa, c'est un truc de fou, t'es rempli de joie et tout. Et moi, il était là et... J'étais pas détaché, mais c'était mon fils et c'était normal. Il n'y a pas eu de vagues d'émotions, il n'y a pas eu de grands moments où je me suis mis à pleurer ou non. C'était mon fils, il était là, c'était normal. Et l'aventure commençait. Ouais, c'était le début. Mais du coup, comment après t'as appréhendé toi les premiers mois de vie? Comment est-ce que t'as réussi à trouver ta place? Ma place, elle s'est faite toute seule parce que du coup, je t'ai vu qu'au début, j'étais pas très... Puisqu'en fait, elle l'allaitait. Et moi, je travaillais, du coup, je le voyais que le soir et le matin. Donc, j'étais assez distant, en fait. Mais pas distant par peur ou par crainte. C'est juste que la journée, c'était ma femme qui était seule avec lui. Et moi, je travaillais et je le vivais plutôt bien, en fait. Je bossais dans une petite boîte. J'allais peut-être avoir un CDI, tu vois. En fait, j'avais un contrat pro. Et mon contrat s'arrête. Il est né en juin et mon contrat s'arrêtait fin octobre, je crois, ou fin septembre. Mais j'allais avoir un CDI derrière, donc ça allait, ça roulait, en fait. En fait, ma place, c'était ça, voilà. C'était une place un peu distante. Ouais. Vraiment. Et puis tout a changé. Ouais. Et puis tout a changé. Parce que donc ta femme a pris le boulot. Leur travail. Voilà. Ouais. Et moi, j'ai pas eu mon CDI. Ah ouais. Non. Du coup, schéma inverse, quoi. Schéma tout à fait inverse, voilà. Et en plus, elle, comme elle était à bosser à la SNCF, comme elle était enceinte, elle a dû descendre des trains. Et en fait, le salaire de la SNCF se fait principalement sur les primes de déplacement. Ouais. Et on a perdu plus de 60% du salaire
Ah oui. Et moi, j'ai perdu mon salaire aussi. Donc en fait, on s'est retrouvés parents avec pas un rond. Pour moi, il n'y avait pas d'objectif de travail en vue. Et ça a été un gros coup dur. On a dû déménager et tout. Donc, trouver une petite maison. Enfin, pas une maison, c'était un petit appart dans le centre de Montpellier. Et là, ça a été la phase 2 de l'aventure. Et là, ça a été plus compliqué. Bah, au début, on a dit on va le mettre en crèche. Ouais. Dans une crèche ou quoi. Donc, moi, mais très naïvement, je suis allé voir pour le mettre en crèche. Et la nana me dit, mais il y a 1 an d'attente. Mais tu sais, quand tu sais pas, que tu t'es pas renseigné et que. On dit il y a 1 an d'attente. Ouais. Et là, ton monde s'écroule un peu. Ouais, et puis moi, pour moi, il y avait vraiment un sentiment d'injustice qui grandissait, quoi. À la fois, dans ma tête, c'était ce bébé, je ne l'ai pas choisi. Je peux pas le mettre à la crèche. Je perds mon emploi, je suis obligé de m'en occuper. Ma nana repart bosser, en fait. Et en plus, ça veut dire que donc, c'est elle qui ramène le loyer. Mes amis, eux, ça va super bien pour eux en permanence. Tout va trop bien. Et limite, tu sais, c'est un peu... T'es pas jaloux d'eux, mais tu dis... Je comprends pas ce qui se passe. Ah non, tu dis merde, mais qu'est-ce qui est en train de se passer, quoi. Ça se passait pas bien. Mais je le savais pas encore. Tu vois, tout ça, c'est venu au fur et à mesure, un peu insidieusement, en fait. Parce que du coup, la relation, vu que c'était toi qui t'en occupais majoritairement, comment ça se passait au quotidien? Est-ce que... Avec mon fils? Ouais. Comment ça se passait au quotidien? Bah, c'était une relation... qu'est-ce que je l'aimais, mais qu'est-ce qui me faisait chier, quoi. Ouais. C'était vraiment les deux. En fait, il portait sur lui tout à fait, le poids de ce qu'il ouais. avait pas forcément... Ah ouais, choisi, le pauvre, mais parce qu'aujourd'hui, tu vois, il a 7 ans, donc j'ai vachement de recul par rapport à ça et tout, mais aujourd'hui, c'est vrai que quand je me regarde avec ce recul, mais je m'en veux terriblement, je me revois des moments, et puis en plus, pour vraiment pour tout dire, moi là-bas, je suis quelqu'un un peu sanguin, donc il y a des fois, même petit, il mangeait des fessées, le gamin, mais tout petit, hein. C'était des fois, j'avais des excès de rage, vraiment, qui... Et aujourd'hui, quand tu regardes ça... Ouais, avec plus de recul, Ouais, on en reparlera. C'est des questions sur une éventuelle nouvelle paternité, mais du coup, par rapport du coup à cette relation, est-ce que toi, à un moment donné, maintenant que Léo est plus grand, est-ce que tu as eu le besoin de lui en parler, de ce que tu avais ressenti à ce moment-là? J'ai jamais ressenti le besoin encore parce que je pense qu'on pourra en parler avec du recul. Aujourd'hui, là, tel qu'il est, ça servirait à rien de lui en parler. Enfin, je pense. J'ai pas la science infuse là-dessus, mais lui parler de la colère que j'avais avant, non. Celle qui traîne encore un peu aujourd'hui, oui. Effectivement, des fois, ça m'arrive de lui dire, mais attends, c'est bon, tu fais chier. Et dans la minute qui suit, dire, attends, excuse-moi, c'est moi qui suis énervé, t'as pas à subir ça, je suis désolé, mon chaton, c'est pas grave. Ouais, parce qu'aujourd'hui, t'arrives justement à avoir une relation peut-être plus apaisée. Bon, après, vous êtes donc séparés avec ta compagne de l'époque. Vous avez trouvé un système de garde alterné. Comment ça s'est passé au niveau de la garde Eh bien, au début, c'était... moi, je l'avais le week-end. Ouais. Je l'avais le week-end et elle la semaine. Je sais même pas trop comment on s'est mis d'accord. On est tombé d'accord assez facilement là-dessus, en fait. C'était puisque moi, j'étais père au foyer et que ses parents, j'avais besoin de plus travailler, vu qu'avant, j'étais vraiment père au foyer les 3 quarts du temps. Et donc, je l'avais que les week-ends. Et c'était super anxiogène, en fait. Ouais. Parce que le gamin, je le récupérais le vendredi. Et le vendredi, j'avais toujours cette appréhension de le récupérer parce qu'il n'y avait pas de quotidien instauré, il n'y avait pas de fil rouge, en fait. Je devais juste le garder les week-ends et donc c'était les vendredis, je stressais parce que j'étais pas vraiment, je me sentais pas père, en fait. Ouais. Avant, j'étais juste une nounou. Enfin, juste une nounou, non, c'est terrible c'est terrible ce que je dis. Ouais, mais après, c'était peut-être ton ressenti à cette époque. À cette époque, en fait, non, c'est le ressenti que j'ai après coup avec cette réflexion et tout ça, parce que sur le moment, j'avais tellement la tête dans le guidon que je ne réfléchissais pas. C'était des moments, il y a eu quand même des moments merveilleux, c'était vraiment génial, vraiment, vraiment génial. Mais c'était tellement englué dans tous ces problèmes qu'on avait, parce qu'il n'y avait pas que ça, il y avait les problèmes de thunes, il y avait les problèmes de... Enfin, le problème de thunes, de toute façon, ça c'est tout le monde, je pense. Mais il y avait les problèmes du boulot. Ma vie était une source de stress permanente, permanente. C'était infernal, vraiment. Ouais, donc c'était très compliqué de démêler en fait parmi tout ça le bonheur que ça pouvait être. Mais les moments de bonheur, il y en avait vraiment. Mais ces moments de bonheur sont tellement incroyables. C'est vraiment puissant, ça te prend. Ouais, aujourd'hui avec le recul, tu arrives à voir qu'il y en avait et que c'était quand même
Mais oui, c'est sûr, quand on a la tête dans ce qui va pas, on a tendance à se focus sur C'est sur ça. le négatif, surtout quand ça touche à l'argent, donc à la stabilité aussi de Ouais, son foyer, et qu'on n'est puis plus responsable que de soi-même, en fait. c'est ça. Et puis même l'éducation. Mm. L'éducation, pour moi, ça a vraiment été le point numéro un, parce que n'ayant aucune idée propre là-dessus, ma nana et moi, quand on s'est retrouvés à devenir parents tous les deux, on s'est retrouvés à être des parents, mais à l'opposé l'un de l'autre. Vraiment, elle avait une façon d'éduquer le gosse, et j'avais une autre façon de l'éduquer. Et du coup... Ouais, ça marchait pas. Ah non, Ça, pas c'est vrai qu'on, tu vois, depuis on fait ce podcast, on en parle beaucoup et c'est ce qui revient énormément, c'est que c'est hyper important d'être sur la même longueur Ah d'onde. mais oui. En termes d'éducation, c'est un tel stress de devenir parent que si là-dessus tu t'en rajoutes, en fait, c'est invivable. Donc voilà, aujourd'hui, bon, c'est vrai que tu es de nouveau en couple, tu es papa épanoui de ce petit Léo qui Oui. va avoir 7 ans. Comment ça se passe déjà aujourd'hui avec Léo et en général avec ta compagne, ton ex-femme, voilà, comment ça s'articule dans ta vie? Ah, c'est un bonheur. C'est un vrai bonheur. Aujourd'hui, ça a été... Enfin, tout ça, si tu veux, avec le recul, avec la maturité de mon fils, même alors ma femme toujours, qui est toujours ma femme, on n'est pas divorcés encore, hein. Mais avec ma nouvelle copine, ma femme, mon fils et moi, c'est une relation, mais j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance parce que du coup, ma copine, en fait, c'est la sœur de ma meilleure amie, donc ma femme connaît. Donc on se connaît depuis un moment, et elle l'apprécie énormément. Les deux s'apprécient beaucoup, en fait. Beaucoup, Ouais. beaucoup. Ça déjà, c'est un point en moins. Ouais, grave. C'est ça. Et surtout, c'est que Léo, maintenant, c'est devenu... c'est une raison de faire de bonnes choses ensemble. C'est devenu un point essentiel dans nos vies, Léo. On gravite tous autour de lui parce qu'on a envie d'en faire la meilleure personne possible, et il a besoin d'attention. Et on peut voir les séparations comme la fin de quelque chose, ou alors le début de quelque chose d'encore plus merveilleux, parce que du coup, ce petit garçon, il a son papa, sa maman, mais la copine de son papa et le copain de sa maman. Donc ça fait encore plus de gens pour veiller sur lui, et l'éduquer, et l'enrichir, et lui apprendre de nouvelles choses. Et c'est vachement riche, en fait, quand c'est bien fait. Ouais. Ça apporte quelque chose d'incroyable. Et peut-être aussi parce que vous êtes du coup plus heureux individuellement dans votre vie actuelle que quand vous étiez forcément... Oui, ça paraît, c'est évident. C'est vrai que quand on s'est rendu avec ma femme, qu'on n'avait plus rien à faire ensemble, mais on a fait la fête, on a pleuré en même temps. C'était terrible. C'était génial, c'était merveilleux. Enfin, le jour de séparation était un super jour, ouais. Tous les deux. C'est extra. Non, mais c'est bien que ça se passe comme ça, parce que c'est pas toujours le cas, et les enfants en pâtissent beaucoup parfois des séparations, justement. Donc si vous avez réussi à reconstruire un autre équilibre, et du coup dans cette famille recomposée entre guillemets, est-ce que vous envisagez d'avoir un autre enfant? Bah écoute, ouais. Ouais. Prêt? Bah, je me sens prêt depuis 2 semaines à tout péter, hein. Vraiment. Non, mais c'est Le vrai. podcast tombe bien. Oui. Non, en plus, maintenant que je l'ai dit, je sais que ma famille va écouter ça, ils vont attendre des choses maintenant. On a fait un teaser. Mais oui, parce que du coup, justement, le fait déjà, il y a un premier élément déclencheur, c'est toi. Oh. C'est clair, c'est toi, cette gravité, et puis c'est Sam aussi. Ouais. Sam, Gaspard. Et de voir qu'en fait, les gens peuvent vraiment s'épanouir dans la parentalité, parce que toutes les expériences que j'ai de parentalité, c'est toujours des trucs, il y a un petit trauma, un petit truc qui traîne, quoi. C'est pas... Et là, vous voir aussi heureux, épanoui, et de voir qu'on peut faire ça bien, en fait, avec de la bienveillance et des choses qui collent, moi, en fait, à mon rythme de vie, à mon état d'esprit. Je me dis, mince, je suis peut-être passé à côté d'une tonne de choses, en fait. Enfin, passé à côté. J'ai peut-être pas pris le temps de vivre les choses sereinement. Peut-être parce que tu n'avais pas aussi l'état d'esprit que tu as actuellement, puis la maturité aussi, finalement. En fait, quand on devient papa, comme toi tu l'as été d'un coup d'un seul, on n'a pas toute cette préparation comme tu disais. Alors on n'apprend pas à être parent dans les livres, mais je pense que quand tu as une idée précise de ce que tu veux pas, et que tu fais aussi le deuil de ta propre enfance. Je sais pas si ça a été le cas pour toi, mais j'imagine que face à Léo, tu t'es retrouvé à reproduire des choses peut-être que tu avais vécues sans comprendre forcément d'où ça venait, et qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais toi différemment avec ton... Je prendrais le temps de prendre le temps déjà. Vraiment. Ça fait hyper cliché comme phrase. Mais juste prendre le temps de vivre les choses calmement avec lui. D'assumer d'être papa, déjà. Parce que quand moi j'étais père, en fait, il y avait toujours ce côté « Ah, t'es père au foyer, mais ça veut dire que t'es au chômage et tout, machin. » Donc j'étais vachement... Il y a une pression sociale, enfin sociétale. Pas de la part de mes amis ou de ma famille, mais c'est vrai que j'étais pas à l'aise avec ça, ouais. Quand le fait d'être un homme et d'être
père au foyer en même temps. C'était pas, je le vivais pas forcément bien, mais ouais, sociétal, ouais, je pense. Pas dans les gens que je rencontrais, mais dans ce système, la société, ce que tu veux, un truc un peu plus grand qui nous englobe. Ouais, qui nous conditionne peut-être aussi. Bien sûr, bien sûr. Et ce côté où il faut être un peu le mal alpha, tu vois, tout ça. Ouais. Ah, mais t'es un mec sensible, mais t'es un... Enfin, Ouais. voilà. Ouais, donc là, si tu étais dans une nouvelle paternité, tout ce côté, peut-être cette violence dont tu parlais, tu t'essaierais de Mais travailler dessus. je travaille dessus, c'est un travail quotidien, parce que la violence, je l'ai en moi. Ça, c'est un truc, c'est... malheureusement, malheureusement ou heureusement, ça me donne la force d'aller plus loin aussi, mais c'est vrai que j'ai une anecdote qui est terrible, mais qui est vraiment terrible. Ça a été le point de départ de ma nouvelle paternité, en fait. Où mon gamin, je te dis, je lui mettais des fessées régulièrement. Moi, en plus, c'est horrible. Je me disais, mais sur la couche, ça va, ça lui fait pas mal. Ouais, on est dans des... Ah oui, des schémas, et puis moi, je tellement refaisais... ancrés, puis c'est tellement la normalité. Ah, mais c'est normal. Je veux dire, il se tait pas, le gamin, mais il lui tape sur le cul. Enfin, y a pas de souci. Ouais, et sauf qu'un jour, en fait, repas de famille en plus à la maison, toute la famille est là et tout. Enfin bon. Et mon gars, je sais plus ce qu'il fait, mais il est chiant. Je le mets dans la chambre, je lui mets une fessée, il se calme pas, je lui remets une fessée. Et là, c'est lui qui m'attrape et il me met un coup de poing. Il m'a mis un coup de poing. Mais il devait avoir 2 ans. Et c'était pas genre, je te tape sans faire exprès, c'était vraiment colère, quoi, avec le regard et tout. Et ce coup de poing m'a fait beaucoup de mal. Là, je me suis effondré. Et j'ai compris que... Tu reproduisais ce que tu... Bah bien sûr, bien sûr. Et moi qui étais toujours là à me plaindre de l'éducation que mon père a pu me donner, ouais, je suis parti en voiture, mais pareil, encore une fois, très cinéma. J'ai conduit, je hurlais dans la voiture en me disant, mais je ne comprends pas ce qui se passe, je comprends pas ce qui m'est arrivé. Et c'est là que je me suis dit, bon, et attends, il y a peut-être quelque chose d'autre à faire en fait, et faut que je travaille, sur moi pour pouvoir travailler sur lui. Et c'est un travail qui est encore en cours, hein. Attention, ça prend des années à aller un peu à grandir. Bah oui, en fait, c'est ça. C'est ça. Et à trouver des outils pour faire autrement aussi. Voilà. Bah oui, c'est vrai que c'est rien que ça, tu vois, quand... Ne serait-ce que, tu vois, le portage. Le portage, j'ai découvert ça avec vous, le portage. Je me dis, mais bien sûr, mais c'est évident, en fait. Avoir les mains libres, ton mais enfant trop bien, mais t'as pas dedans. à trimballer cette poussette partout, là. Ça, ou la diversification menée par l'enfant, que ce soit... Enfin, tout ça, ça me... Ouais, une autre parentalité possible et purée, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien. Je pense qu'il y a aussi le fait de choisir une parentalité qui te correspond. Parce que souvent, tu vois, quand on parle de tous ces sujets-là, moi, je le vois aussi sur les réseaux... Souvent on me dit oh là là mais c'est pas la vérité et tout. Non, c'est pas la vérité, c'est juste que à partir du moment où tu as l'impression que ça te correspond, que c'est une parentalité qui te correspond, c'est génial de pouvoir faire comme on le sent en fait. Je pense qu'un parent aussi heureux et qui donc construit une famille et des enfants heureux, c'est un parent qui se sent bien dans ce qu'il fait. Et je crois que ce qui est juste dommage, c'est qu'aujourd'hui la société, comme tu disais, nous conditionne à faire de telle ou telle façon et des fois on se sent pas en phase avec ça et de dire c'est possible de faire autrement. C'est l'idée justement de ce podcast, c'est vachement bien que tu en parles. Et comment toi t'imagines si donc ce petit bébé arrive et je vous le souhaite, comment est-ce que t'imagines Léo en tant que grand frère? Mais un amour, le meilleur des grands frères. T'as hâte de voir cette relation? Ah mais bien sûr, parce que même moi, tu vois, j'ai mon petit frère qui a moins de 2 ans de différence avec moi, ma petite sœur de qui je suis extrêmement proche aujourd'hui. On s'appelle tous les jours avec eux, vraiment. Même pour ne rien se dire, mais juste on s'appelle parce que voilà, c'est la famille. Et petit Léo, je le vois, il a une passion pour les enfants. Les bébés. Oui. Déjà avec Gaspard, Bah oui. On avait vu, mais c'est génial. Mais tu le verrais au parc, s'il y a un môme qui a moins de 2 ans, c'est son jouet, quoi. Il le chope, il lui explique comment monter les marches, mais fais attention, tu vas te blesser, viens par ici, il lui fait des bisous. Mais il est trop mignon. Ouais. Et c'est ça aussi, où tu vois, d'une façon négative, quand il m'a mis une droite, je me suis vu en méchant, en père un peu violent avec lui. Autant quand je le vois s'occuper d'un petit garçon comme ça, je me dis j'ai peut-être pas fait les choses si mal que ça en fait. Ouais, peut-être parce que tu as rattrapé aussi d'une certaine manière. En fait, en corrigeant toi-même ta posture par rapport à lui, il l'a peut-être ressenti aussi. Ouais, peut-être, ouais. Puis peut-être qu'il a cette... ce que j'aime chez lui, c'est qu'il a vraiment cet amour des autres. Cet altruisme qu'il a, il a une vraie... Ça va me venir. Vas-y. Empathique. Ouais.
Ouais. Il est empathique, il est très très empathique. Et Léo, je le vois, mais comme le meilleur des grands frères. Ah ouais, il va prendre soin de... Alors pour l'instant, le nom de code, c'est Truc. Il prendra soin de Truc, mais avec tellement d'amour. Ça va être... Ah oui. Ah ouais, moi j'ai hâte. J'ai hâte en fait, et j'ai envie de lui donner cette chance d'avoir Ouais. un petit frère ou une petite sœur qui puisse... Bien sûr, surtout si toi t'as une bonne relation avec tes... Tu vas dans la fratrie, j'imagine Ouais. que tu connais ce lien et que c'est un lien tellement particulier que... Ah, c'est ça, c'est exactement ça. Même si, bon, ce sera un lien différent, parce que nous, on a 2 et 5 ans de différence. Lui, il aura minimum 8 ans de différence. Et pour autant, tu vois, c'est un très très bon pote. Il a son petit frère, il a 10 ans de moins que lui. Leur relation a fait tellement plaisir. Ouais. Ça reste... En fait, c'est ça, c'est que ça reste un frère. T'auras envie de l'impliquer. Ouais. Non, mais c'est top. Et du coup, pour finir, quel conseil est-ce que tu donnerais à un papa qui se retrouve dans une situation similaire à la tienne, qui apprend, tu vois, la grossesse un peu malgré lui, avec le recul? Qu'est-ce que tu aurais aimé te dire à ce moment-là? Ou qu'on te dise? Ça va aller. Ça va bien se passer. Ouais. Franchement, ça va peut-être pas être forcément simple. Ça serait mentir que dire que devenir parent, c'est simple. Mais ce qui est sûr, c'est que si on est sincère avec nous-mêmes et si on s'écoute, ça va aller. Ouais. Prenez le temps. Prenez le temps. Et après, c'est que du bonheur. Merci Benoît. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Le Nid. Vous retrouverez toutes les informations de ce podcast dans la description. N'hésitez pas à nous noter sur iTunes et à nous faire tous vos retours. On a hâte d'avoir vos commentaires. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode.